Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, avant de commencer la présentation du webinaire Certibo, j'aimerais bien d'abord rappeler les rôles de la Confédération Construction Wallonie. Alors, au niveau de la Confédération Construction, au niveau de la cellule environnement, n'oubliez pas que nous sommes là pour fournir des aides et des conseils en matière de gestion des déchets, en matière de permis d'environnement et de manière générale au niveau des autorisations environnementales. Si vous avez également des questions en rapport avec la gestion des terres excavées, notamment la plateforme Walter, par exemple, si vous avez des questions en rapport avec la gestion de l'amiante, des questions sur l'assainissement des sols, nous sommes là, vous avez mes coordonnées. N'oubliez pas donc le helpdesk où je suis contactable et ainsi que les contacts supplémentaires, c'est-à-dire mes collègues Virginie Ricciuso pour la partie permis urbanisme et Jonathan Boulevin pour l'économie circulaire et la partie déchets également. Alors, je vais donc introduire la certification Certibo très largement. La certification eau pour les bâtiments wallons, Certibo, doit être, pour rappel, le garant de la sécurité sanitaire des installations intérieures et extérieures d'eau des immeubles bâtis et permet de préserver l'environnement. Alors, cette certification a pour but d'informer et de vérifier les installations en matière d'eau en respectant les principes du Code de l'eau. Et elle rentre pour rappel en vigueur le 1er juin 2021, c'est pourquoi nous avons organisé ce webinaire assez rapidement. Et donc, les nouvelles constructions devront, à partir de cette date, disposer de cette certification. Alors, nous allons voir, grâce à nos orateurs, comment concevoir une installation intérieure de distribution d'eau qui préserve la qualité de l'eau, également comment évacuer les eaux usées et les eaux pluviales de manière conforme. Alors, je vais maintenant présenter nos deux orateurs. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Hélène Lebeau, qui travaille pour la Société publique de gestion de l'eau, donc la SPGE. Alors, pour rappel, les missions de la SPGE sont entre autres la collecte et le traitement des eaux usées qui aboutissent aux stations d'épuration, mais également la protection des eaux au niveau des zones de captage d'eau, des zones de baignade, et la SPGE collabore avec des organismes d'assainissement agréés, comme par exemple IDEA ou IDELUX. Nous avons également Cédric Prévédello qui travaille pour Aquawal et qui, pour rappel, est l'union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie et qui regroupe les principaux producteurs et distributeurs d'eau potable, ainsi que l'ensemble des organismes d'assainissement agréés de la région wallonne, ainsi qu'également la SPGE. Alors, pour ce qui est de vos questions, comme vous l'avez vu, vous pouvez les poser au fur et à mesure et on répondra aux questions à la fin des deux présentations. Voilà, je vous remercie et je remercie d'avance nos deux orateurs et je leur laisse dès à présent la parole. Merci Jérôme pour cette introduction. Donc, je vais directement partager mon écran pour rentrer dans le cœur du sujet qui nous occupera aujourd'hui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, je pose pas de réponse. Voilà. Donc, Cédric et moi allons partager cette présentation sur Certibo. Donc, voilà un peu ce qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Une partie, la première, c'est bien sûr qu'est-ce que le Certibo. Ensuite, on évoquera des points d'attention à avoir pour le volet eau potable et également pour le volet eau usée et eau pluviale. On présentera quelques outils qui sont mis à votre disposition et on terminera par une brève explication de comment devenir certificateur Certibo si jamais parmi vous, certaines personnes veulent devenir certificateurs. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le Certibo? Donc Jérôme l'a déjà évoqué. Certibo, c'est quoi? C'est la certification des immeubles bâtis pour l'eau. Et ce qui est très important à retenir et le message qu'on veut faire passer ici, c'est que cette certification va organiser le contrôle de législation existante au niveau de la région wallonne, mais n'imposera pas de nouvelles obligations, ni au niveau du particulier, ni au niveau du professionnel. C'est vraiment respecter des législations qui existent déjà à l'heure actuelle depuis déjà de nombreuses années. Donc le but, c'est de contrôler, de vérifier que toutes ces législations sont correctement appliquées au sein des constructions. Le contexte du Certibo, donc pourquoi le Certibo a été mis en œuvre? Son but, c'est de mieux gérer les risques. Et quels risques? Les risques qui sont liés au cycle de l'eau au sein des habitations et même plus largement, on aurait pu le mettre au sein de toutes les constructions. Finalement, c'est de pouvoir avoir une meilleure gestion de tout ce cycle au sein des immeubles.
Donc, le Certibo va concerner deux grands volets. Et vous verrez que ça oriente toute notre présentation. Il y a le volet qu'on appelle eau intérieure ou eau potable. En fait, ça concerne l'eau de distribution, ou bien une eau alternative qui serait utilisée en substitution, avec tout le réseau intérieur de la construction et les éventuelles connexions avec des eaux dites alternatives, c'est-à-dire des eaux, par exemple, de citernes d'eau de pluie ou des eaux de pluie. Donc ça, c'est le premier grand volet. On verra qu'il y a toute une législation qui est liée et qui doit être respectée dans le cadre du Certibo et qu'on vérifiera dans le cadre de Certibo. Premier volet. Deuxième volet, c'est le volet eaux usées et les eaux pluviales, qui concerne alors le traitement et l'évacuation des eaux usées et les eaux pluviales. Donc, on peut dire que le premier volet, c'est plutôt le volet eau en entrée, tandis que le deuxième volet, c'est plutôt eau en sortie. C'est les deux grands volets qui concernent le Certibo et toutes les législations qui y seront liées. Donc, on a vu le contexte, donc c'est mieux gérer les risques liés au cycle de l'eau, mais l'élaboration du Certibo résulte aussi de nombreux constats qu'on a essayé ici de classer en fonction des thématiques. Donc, il y a les constats liés à l'eau potable. Donc, on constate à l'heure d'aujourd'hui encore très, très fréquemment une connexion entre l'eau potable et l'eau alternative type eau de pluie, donc, ce qui est interdit d'avoir une connexion entre les deux réseaux. Donc, premier constat. Deuxième constat, c'est des dégradations très fréquentes de la qualité de l'eau distribuée à l'intérieur du logement, par exemple à des robinetteries défectueuses, à des canalisations en plomb, à des développements de bactéries. Donc, deuxième constat important que le Certibo va essayer de contrecarrer. Un autre constat, c'est le retour sporadique d'eau intérieure, donc dans la construction, vers le réseau public de distribution. Donc ça, Cédric en parlera plus tard dans le détail. Et enfin, le non-respect d'une norme, la norme NBN 1717, qui concerne la protection contre le retour d'eau. Dû à tous ces constats, on s'est intéressé donc au volet eau potable dans le Certibo. Ensuite, pourquoi on s'est intéressé au volet eau usée? C'est aussi en raison de nombreux constats. Le premier, c'est qu'il y a des habitations qui devraient être accordées aux égouts et qui ne le sont pas. Ça a une conséquence importante qui est que nos stations d'épuration publiques, que la SPGE gère, reçoivent un taux de charge, un taux de pollution beaucoup moins que ceux pour lesquels elles ont été dimensionnées, ce qui engendre en fait un dysfonctionnement, de nombreux entretiens à faire sur ces stations. On constate également que les permis d'urbanisme, qui reprennent des impositions, des prescriptions en termes de gestion des eaux, ne sont pas toujours respectés. Troisième constat, c'est que dans certaines zones, on doit installer des petits systèmes d'épuration individuelle, donc c'est typiquement dans les zones autonomes. On constate que parfois ces installations ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas déclarées, donc on n'en a pas de connaissance. Donc ça, c'est aussi un point que le Certibo va pouvoir régler. Mais de manière générale, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'a pas de vérification des obligations du Code de l'eau en matière de gestion des eaux usées. Et enfin, tous des autres constats, on va dire divers, c'est tout d'abord la méconnaissance de la part du particulier des installations présentes dans son habitation, dans sa construction, donc toutes les installations qu'il a et qui sont liées au cycle de l'eau. Il en a d'une part la méconnaissance de la présence ou non, et s'ils sont présents, il ne sait pas vraiment parfois à quoi ça sert et comment bien les entretenir. Donc, il y aura vraiment le rôle aussi d'information au travers du Certibo. On constate qu'au travers des différentes communes qui opèrent sur le territoire de la région wallonne, on a des impositions différentes. Donc, il y a vraiment une disparité entre les impositions communales en termes de gestion des eaux. Donc, le but aussi, c'est de pouvoir informer, c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, les communes et leur rappeler un peu les modalités, les prescriptions à fournir dans le cadre de leur permis d'urbanisme. Le fait est clair aussi que c'est un sujet, le domaine de l'eau, qui n'est pas toujours maîtrisé par les architectes, en raison notamment d'une communication beaucoup moindre par rapport au PEB. Donc le PEB est largement connu aujourd'hui. Le domaine de l'eau et toutes les technicités de l'eau sont assez méconnues des architectes et même d'autres professionnels. Donc le but aussi de ces webinaires, c'est d'informer, de rappeler tout ce qui concerne la gestion de l'eau au travers du Certibo. Et dernier constat aussi pour les professionnels, c'est que les corps de métier évoluent peu sur la mise en œuvre eau dans les bâtiments, les constructions, contrairement toujours au PEB. Donc le PEB qui existe bien sûr depuis de nombreuses années,
on espère que quand le Certibo aura vécu quelques années aussi, ça sera une réglementation très très connue. Donc voilà pour les différents constats qui ont permis le développement de Certibo. Au niveau des bases légales, qui définissent le Certibo, les modalités, etc. C'est un décret, tout d'abord, qui date du 2 avril 2019. Le tout traduit dans un arrêté du gouvernement wallon, au 6 2019, et donc ces deux documents devaient effectifs au 1er juin 2020. On va voir concrètement ce que ça implique à cette date. Mais les objectifs sont assez clairs de ce que j'ai déjà dit, donc c'est un triple enjeu. Tout d'abord sanitaire, donc pour tout ce qui est sécurité, sécurité publique, santé publique, éviter les retours d'eau d'une construction vers un réseau public qui pourrait aller polluer tout un quartier, par exemple. Enjeu environnemental, donc protéger nos cours d'eau, nos sols contre une pollution d'eau usée qui ne serait pas traitée au niveau de l'habitation ou même au niveau public. Et enfin, un rôle très important aussi, c'est le rôle d'information. Donc le Certibo va permettre aux demandeurs du Certibo, donc que ce soit le propriétaire ou quelqu'un d'autre, l'entrepreneur, etc., d'avoir une vue claire sur les équipements, leur conformité, leur utilisation, leur entretien, etc. Au niveau maintenant du contenu et des bases légales vraiment purement liées aux deux volets qu'on va étudier dans le Certibo, pour le volet eau potable, on va se baser sur le règlement général de distribution d'eau notamment. Pour le reste, ça sera Cédric qui présentera les autres législations. Et qu'est-ce qu'on va faire concrètement sur le terrain? Donc, le rôle du certificateur sur le terrain dans le cadre du Certibo, c'est quoi? C'est vérifier tout d'abord qu'au niveau du compteur d'eau, les dispositifs sont bien présents, donc les dispositifs anti-retour notamment, donc que la séquence qui doit être obligatoire au niveau du compteur est bien respectée. Et ensuite, pour chaque point d'eau, le certificateur il va vérifier qu'on a bien les dispositifs anti-retour adéquats, puisqu'en fonction de l'équipement, il y a des dispositifs spécifiques. Il va également regarder l'origine de l'eau pour chaque point, est-ce que c'est de l'eau de distribution ou de l'eau alternative. Vérifier aussi les ruptures de charge à l'évacuation qui sont nécessaires pour certains équipements. Et enfin, de manière anecdotique, mais c'est quand même important, informer de la présence de canalisation en plomb dans les constructions. Donc ça, c'est pour le volet eau potable qui va se passer en pratique dans la visite de terrain. Pour le volet OISE, la base légale, c'est le règlement général d'assainissement, donc qui est contenu au code de l'eau. Et concrètement, sur le terrain, il se passera quoi? C'est que le certificateur ira identifier les points produisant des eaux usées et des eaux pluviales. Donc, une fois qu'il aura identifié tous ces points qui sont liés forcément aux équipements du volet eau potable, il va identifier les écoulements sur la parcelle. Donc, où s'écoule, comment s'écoule, d'une part les eaux usées, d'autre part les eaux pluviales. Il va identifier également tout ce qui est fosse septique, système d'épuration individuelle, dégraisseurs, tous les équipements liés à la gestion des eaux usées pluviales à la parcelle. Les broyeurs ménagers sous évier qui sont interdits, mais qui sont encore quand même présents dans certaines constructions. Donc, il devra vérifier la présence et s'il y en a un, demander à le déconnecter. Et donc, sur base de tout ça et d'informations qu'il aura obtenues au préalable, il pourra déterminer la conformité du bâtiment. Donc, dans tous les cas, en plus de ces deux volets pratiques, ça sera vraiment, comme je l'ai déjà dit, indiquer aux demandeurs les équipements présents et la meilleure manière de les utiliser. Une question très importante aussi, c'est pour qui? À qui s'applique le Certibo? Quel est son champ d'application? Ça sera obligatoire pour, j'ai mis nouvelle habitation, mais c'est vraiment toute nouvelle construction. Et en fait, c'est tout nouveau raccordement à l'eau. Obligatoire, donc à partir du 1er juin 2021. Nous, on estime, sur base du nombre que l'on connaît de nouvelles constructions, environ 6 000 Certibo par an sur l'unique base de nouvelles constructions. Et l'élément déclencheur, c'est la demande de raccordement à l'eau de distribution à son distributeur d'eau, tel que la SIL, la SW2, etc. Donc, premier champ d'application, nouvelle construction. Deuxième public, c'est les bâtiments justement publics, sous-entendu les locaux et établissements où l'eau est fournie au public. Ça, je fais un focus dans la diade d'après. Donc, je ne vais pas les points maintenant. Troisième point, c'est les mutations mobilières. Donc là, il n'y a pas d'obligation, c'est facultatif. On estime que ça sera à l'initiative du vendeur avant le compromis de vente. Donc, lorsqu'il veut vendre son habitation, il fera passer un certificateur pour un peu l'état de situation de son bien. Sur cette base-là, on estime un potentiel de 35 000 Certibo par an si toutes les mutations immobilières seraient touchées.
ça ne sera pas le cas. Donc, c'est le maximum que l'on estime, c'est 35 000 par an. Et enfin, dans tous les autres cas, c'est volontaire. Donc, à tout moment, une personne peut demander le passage d'un certificateur pour venir contrôler son habitation et lui délivrer un certificat. Donc, le petit focus ici sur le bâtiment public. Pourquoi? Parce que la GOE définit déjà dans la base légale actuelle les types de bâtiments publics qui seraient soumis au certificat. Donc, c'est les hôpitaux, par exemple, les établissements de soins de santé, les maisons de retraite, établissements d'enseignement, etc. En gros, on voit que c'est majoritairement les bâtiments qui reçoivent des personnes un peu plus fragiles, telles que les personnes âgées, les enfants ou les bébés. Et donc, pour ces bâtiments, ça sera un certificat un peu plus poussé que le certificat dit classique pour les autres bâtiments, puisque ça sera également soumis à tout ce qui est risque plomb et légionnel, pour lesquels il y a une législation, mais qui doit encore être appliquée et dont on n'a pas les modalités pour pouvoir la mettre en œuvre pour les bâtiments publics. Donc, à l'heure actuelle, les bâtiments publics ne seront pas audités directement. Il faut savoir que ces bâtiments doivent faire leur premier certificat pour 2029, avec ensuite un contrôle périodique tous les 6 ans de leur certificat. Donc, tous ces bâtiments, les hôpitaux, ne seront pas tous concernés, puisqu'il y a aussi la notion de grande taille, qui doit encore être définie par le ministre. Donc, ça veut dire que parmi ces bâtiments, on doit définir une notion de grande taille, et donc tous ceux-là ne seront pas touchés par le certificat. Et cet arrêté ministériel doit encore être pris par la ministre. Donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore vraiment le détail des bâtiments qui seront concernés, mais c'est important de savoir qu'ils seront concernés à terme. Donc, pour 2029, ils vont faire leur premier certificat. Donc, vu du côté du propriétaire, maintenant, donc, on a vu en pratique un petit peu ce qu'allait faire le certificateur sur terrain. Le propriétaire, qu'est-ce qu'il obtient à la fin du certificat? C'est d'une part un formulaire d'attestation qui lui dit si son certificat est conforme avec remarque ou non conforme. Et en annexe de cette attestation, il y a le rapport de visite qui, en gros, reprend tout ce que le certificateur a vu sur terrain. Donc, pour la partie OPOTA, c'est très exhaustif. Ça reprend toute la liste des équipements, des installations présentes, avec à chaque fois le type d'eau utilisé, la pièce d'étage dans le bâtiment, le niveau de fiabilité de l'information et surtout l'origine de l'eau de chacun des équipements. Pour la partie eau usée, pareil, faire un petit récapitulatif de tout ce qui a été vu au niveau des équipements, donc fosse septique, système d'épuration individuelle. Et alors, cette partie eau usée va être synthétisée dans ce qu'on appelle, nous, un schéma synoptique. Donc, en gros, c'est un schéma qui va identifier sur la parcelle les écoulements des eaux usées et des eaux pluviales. Il y aura un reportage photo, puisqu'on demande au certificateur de prendre une photo de tous les équipements qu'il vérifie, de sorte à ce que le propriétaire, le demandeur du certificat, ait vraiment un document complet avec chaque équipement, sa photo et les détails sur sa conformité ou non. Et enfin, il y a une notice juridique qui accompagne tout certificat pour tout ce qui est validité du document, aspect RGPD, etc. Donc, la plus-value est vraiment claire, c'est pour le propriétaire connaître ses équipements, leur conformité, l'entretien et le bon usage qui en découle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai dit que l'élément déclencheur, c'est les nouveaux raccordements. Donc, comment tout ça se met en œuvre pour le particulier? Donc, nous, on va parler que des nouvelles habitations. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que le chantier est en cours. La personne, la construction est en cours de chantier. Elle demande son raccordement à l'eau, à son distributeur d'eau. Le distributeur va venir placer ce qu'on appelle un raccordement provisoire. Je l'expliquerai par après. Il a son raccordement provisoire et lorsque l'installation intérieure est terminée et lorsque tous les systèmes de gestion d'eau usée et pluviale sont installés, il demande le passage de son certificateur. Le certificateur va venir vérifier que l'habitation est conforme ou non conforme. Si l'habitation est conforme, c'est super. Le certificateur va pouvoir octroyer l'eau aux particuliers. Par contre, si l'habitation n'est pas conforme, la personne doit se mettre en conformité et tant qu'elle n'est pas mise en conformité, elle n'a pas accès à l'eau de distribution. Et on va voir à quoi ressemble ce raccordement provisoire, c'est-à-dire que la personne a quand même de l'eau. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que le distributeur d'eau, il va venir placer un raccordement provisoire qui consiste en quoi? Qui consiste en la séquence habituelle, c'est-à-dire en point 1, un robinet d'arrêt, en point 2, un scellé, en point 3, un compteur d'eau,
mais il va ouvrir la vanne à moitié. C'est-à-dire qu'il va octroyer un débit de 150 litres/heure, qui est le débit, la moitié du débit normal, qui est de 300 litres/heure. Ce débit permet donc que le chantier continue et permet quand même à l'habitation, à la construction, d'avoir accès à l'eau. Et cette vanne sera scellée. Une fois que le certificateur passe, si le certibot est conforme, il ouvre la vanne complètement. Donc la personne a accès au débit normal de 300 litres/heure. Si le certibot n'est pas conforme, la personne reste avec son débit de 150 litres/heure jusqu'au moment où elle se soit mise en conformité et que le certificateur passe une seconde fois et puisse du coup libérer la vanne et l'ouvrir totalement. Donc voilà, donc c'est-à-dire que l'habitation a quand même accès à l'eau, mais avec un débit moindre, et ne pourra avoir le débit normal qu'une fois conforme au niveau du certibot. D'autres éléments de législation qu'on estime important de vous présenter, c'est que le demandeur doit tenir à disposition du certificateur toute une série de documents utiles pour justement que le certificateur puisse établir le certibot. C'est par exemple quoi? C'est par exemple tout ce qui est plan adulte. Donc ça, c'est quelque chose que le demandeur doit donner, s'il les a, mais dans les nouvelles constructions, on estime qu'il les aura, doit donner au certificateur qu'il a choisi pour faire son certibot. En assainissement collectif, il doit donner l'autorisation de raccordement à l'égout et les photos du raccordement à l'égout. Donc ça veut dire que en tant qu'entrepreneur, entreprise de construction, important de faire toutes ces photos de chantier. Le cas échéant, la dérogation du raccordement à l'égout. En assainissement autonome, la déclaration ou le permis d'environnement du système d'épuration et le cas échéant, la dispense. Et enfin, s'il y a un puits d'eau, il faut la déclaration de ce puits. Donc ça, c'est ce que veut la législation. Nous, on a quand même mis d'autres éléments qui seraient importants à fournir au certificateur pour faciliter son travail. C'est une copie du permis d'urbanisme, tout ce qui est dispense d'installation de fosses septiques, le cas échéant, tout ce qui est certificat d'agrément belgacois pour les équipements d'eau potable que ce type va présenter, et enfin, si la personne ne sait pas infiltrer ses eaux pluviales, la dérogation d'infiltration aux eaux pluviales. C'est tous des éléments dont on va parler, mais là, c'est juste un slide pour montrer les documents qu'il est très important de pouvoir fournir au certificateur pour faciliter son travail. Un autre élément de la législation que j'ai déjà mentionné, que le certibot ne pourrait être établi que lorsque deux conditions sont réunies, c'est que l'installation privée d'eau distribution est réalisée et que tous les équipements nécessaires à la gestion des eaux usées sont présents et fonctionnels. Donc là, j'ai mis également un petit focus sur l'importance de prendre des photos de localisation lors du chantier. Donc par exemple, ici on a un chantier, puisque le certificateur a priori passe une fois que tout est caché, est remblayé, c'est important de pouvoir prendre des photos lors du chantier pour les fournir au certificateur. Et comme ça, il a déjà une identification des canalisations et il voit un peu le cheminement de l'évacuation des eaux à la parcelle. Un mot sur la validité du certibot. Donc, le certibot est valable a priori ad vitam aeternam, sauf s'il y a une modification importante. Et quelles sont ces modifications? Elles sont listées ici. Je ne vais pas les passer en revue. Mais donc, lorsque vous avez un certibot, il est valide pour toujours, sauf si vous faites une modification de ce type dans votre construction. À ce moment-là, le certibot n'est plus valable, mais ça ne veut pas dire que vous devez en refaire un. Ça veut juste dire que vous ne pouvez plus l'utiliser lors d'une vente ou lors de n'importe quelle transaction. Si vous l'utilisez comme pièce d'un dossier, il ne sera plus valide puisque vous avez fait des modifications qui l'ont invalidé. Donc voilà pour l'aspect certibot, on va dire généralité. On a déjà dit beaucoup d'infos et on va revenir en détail sur tout ce qui est aspect eau potable et eau usée. Et là, je vais laisser la parole alors à Cédric pour tout ce qui est point d'attention à avoir pour le volet eau potable. Oui, donc bonjour à tous. On va un peu passer ici en revue les différents équipements qu'on trouve traditionnellement dans une habitation domestique et voir un peu les points d'attention auxquels il faudra être attentif et que le certificateur vérifiera. Donc, on va commencer par le premier slide qui est conserver la qualité de l'eau dans le logement. Comment est-ce qu'on fait? En fait, on se rend compte que quand l'eau est fournie au compteur d'eau par le distributeur, elle est potable. Dans 99,9% des cas, elle est entièrement conforme à la législation. Par contre, on n'a pas des scores aussi bons quand on va prélever au robinet d'eau froide de la cuisine, qui est le point de prélèvement habituellement utilisé
pour vérifier la potabilité parce qu'on a, au cours du trajet entre le compteur et le robinet, eh bien, des dégradations qui peuvent être d'ordre bactériologique, métallique. On a aussi régulièrement des modifications de température, évidemment, mais aussi parfois du pH, ce qui peut poser des problèmes vis-à-vis des métaux notamment. Et on peut avoir, ça arrive, des contaminations d'eau entre points d'une même installation ou d'un même immeuble entre logements. Alors, comment on prévient au slide suivant ces dégradations? Donc, la première chose, il y a des prescriptions techniques qui sont établies par les distributeurs via leur association nationale qui s'appelle Belgacom, on va y revenir. Donc, il faut que cette installation soit conforme à ces prescriptions. Il faut également utiliser des matériaux qui sont adéquats, donc qui n'interagissent pas de manière négative avec l'eau potable, qui ne risquent pas de contaminer l'eau potable. C'est le cas typiquement du plomb dans les anciens logements, mais aussi par exemple des couples cuivre galvanisés qui peuvent générer des effets piles. Dans la mesure du possible, éviter la stagnation de l'eau. Quand on part en vacances, quand on réalise l'installation, ou par exemple, éviter le plus possible les bras morts, ça évite la stagnation de l'eau. Par exemple, dans des réseaux incendies, quand on en a dans des immeubles. L'eau froide doit rester froide et l'eau chaude doit rester chaude. L'eau froide est destinée à l'alimentation, l'eau chaude a d'autres aspects, mais l'eau chaude doit rester chaude. Ça, c'est important au niveau des légionelles notamment. Et alors, évidemment, on est tout à fait conscient qu'il n'y a pas que de l'eau de distribution de la SWDE ou de la SIL qui circule dans un logement. Il y a également des eaux de pluie ou des prises d'eau privées, des eaux souterraines. Et il faut absolument identifier les canalisations qui comprennent des qualités de l'eau différentes, que ce soit de l'eau de pluie, de l'eau chaude, de l'eau de pluie, etc. Alors, si on vient maintenant très concrètement au niveau de l'entrée de l'eau dans le logement, donc au niveau du compteur d'eau, typiquement dans la cave, plus proche du mur de façade, le raccordement conforme doit être composé des éléments suivants. Alors, le compteur d'eau et tout ce qu'il y a avant est de la propriété du distributeur. Donc ça, c'est important. Tout ce qu'il y a en aval du compteur d'eau est de la responsabilité et de la propriété du propriétaire et de la responsabilité conjointe du propriétaire et de l'usager. Alors, c'est cette partie intérieure qui nous intéresse dans Certibo. Et à ce niveau, il nous faut vérifier la présence de différents éléments. Il y a 2 éléments qui sont absolument obligatoires. C'est ce que vous voyez comme numéro 4 et comme numéro 6. Le numéro 4 étant une vanne d'arrêt qui permet d'arrêter l'eau en cas de problème sur l'installation ou en cas de départ ou de vacances du logement, par exemple. Et cette vanne numéro 4, elle est absolument obligatoire parce qu'on ne peut pas manipuler la vanne numéro 1 que vous voyez sur ce schéma, qui est en fait de la propriété et de la seule responsabilité du distributeur. Il n'y a que le distributeur d'eau qui peut toucher à cette vanne et le propriétaire ou l'usager ne peut pas toucher à cette vanne. S'il y a un problème lors de la manipulation malencontreuse de cette vanne, évidemment, le propriétaire sera responsable de la mise en conformité, remise en état plutôt de l'installation. Alors, j'ai parlé de la vanne numéro 4 qui doit absolument être installée pour pouvoir fermer l'eau le cas échéant, mais aussi pour pouvoir contrôler le clapet anti-retour que vous trouvez en numéro 6, qui est la seconde pièce obligatoire. Ce clapet anti-retour, il a, comme son nom l'indique, pour objet, pour fonction d'éviter qu'il y ait un retour d'eau de l'intérieur de l'installation vers le réseau public. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Alors, on me dit souvent la probabilité est faible, ça n'arrive jamais. Ça arrive, et quand ça arrive, les dégâts sont potentiellement très importants. On a eu comme ça des quartiers dans la région de Liège où quasiment 5000 personnes ont été alimentées par de l'eau non potable parce qu'elle refoulait d'une installation intérieure en l'occurrence, c'est une entreprise, mais ça aurait pu être également le cas d'un logement. Donc, ce clapet anti-retour numéro 6 est très important. Il doit être un clapet agréé. On ne peut pas mettre n'importe quel clapet. Il faut absolument que ce dispositif anti-retour numéro 6 soit agréé par Belgacqua. Belgacqua, au-delà d'être l'association nationale des distributeurs d'eau, est également l'organisme d'agréation comme en matière d'eau potable, comme par exemple l'AFNOR l'est en France ou le Kiwa l'est aux Pays-Bas. Donc, il faut que ce clapet soit agréé par Belgacqua. Donc, vanne numéro 4, clapet numéro 6 obligatoire. Et alors, on conseille en plus d'avoir 2 robinets purgeurs aux alentours du clapet avec des fonctions différentes, je ne vais pas rentrer dans le détail, et également un régulateur de pression, qui est plutôt souvent un réducteur de pression numéro 8 pour éviter, pour protéger l'installation vis-à-vis des variations de pression. Alors, quand on est dans un immeuble collectif, aujourd'hui, la moitié des logements qui sont construits en Wallonie sont des appartements, donc dans des immeubles. Eh bien, depuis 2004, il y a l'obligation de mettre un compteur par
logement, par unité de logement. Donc, il n'est plus autorisé d'avoir un seul compteur sur le raccordement et d'ensuite répartir la facture d'eau suivant les quotités, par exemple, des parties privatives. Et à chaque départ vers les logements de l'eau potable, eh bien, il faut replacer cette même succession de pièces. Donc, obligatoirement, une vanne d'arrêt, un clapet anti-retour et conseillé de robinet purgeur qui entoure le clapet, agréé belgacois et un réducteur de pression. Alors, un autre point important, on peut venir effectivement sur le slide suivant, voilà, c'est que lors de la construction, il est important que, au droit du raccordement, qui est en terre, de 1,50 m de part et d'autre de celui-ci, il ne puisse rien être construit de dur. Pourquoi? Parce que la législation en matière d'eau prévoit que le raccordement doit être en tout temps accessible aux distributeurs. Donc, il ne faut rien mettre de part et d'autre à 1,50 m du raccordement. Pas d'arbres, pas de haies, pas d'abri de jardin. Si le distributeur doit intervenir pour une raison quelconque, par exemple fuite, mais ça peut être aussi simplement le remplacement du raccordement, eh bien, il devra retirer tout ce qui se trouve au-dessus de ce raccordement pour y avoir accès et ne remettra pas en état. Donc ça, c'est important. Un autre point important, c'est que l'eau qui est distribuée varie suivant les régions, la qualité de l'eau. Donc parfois, il y a plus de calcaire, parfois moins de calcaire, le pH peut varier, la minéralisation peut varier. Et il est important que l'installateur se renseigne vis-à-vis de cette qualité de l'eau pour choisir les bons matériaux en fonction. Alors, typiquement, quand on a une eau qui est douce et acide, je sais que ce n'est plus trop aujourd'hui le cas, mais il faut éviter, par exemple, typiquement l'acier galvanisé, parce que le risque est vraiment que cela se corrode rapidement et d'avoir très rapidement des fuites. Et je rappelle au niveau des matériaux que des couples métalliques entre un matériau noble et un matériau moins noble risquent de générer des effets piles, des fuites et des corrosions de conduite, donc des dépassements de normes de qualité de l'eau potable. Voilà pour l'entrée de l'eau dans le logement. Un autre point qui est quasi systématique, en tout cas dans les maisons, aujourd'hui, c'est la présence de citernes d'eau de pluie. Alors, les citernes d'eau de pluie, elles sont pas du tout interdites, évidemment, en Wallonie. Elles sont promues, bien au contraire. Et alors, au niveau des usages de ce qu'on peut faire avec cette eau de pluie, il n'y a pas non plus d'interdiction. Donc, celui qui veut boire de l'eau de pluie non traitée peut légalement boire de l'eau de pluie non traitée. On n'empêche personne de faire des bêtises. On peut effectivement traiter, potabiliser cette eau également, et on peut l'utiliser pour tous les usages, légalement. Ce n'est pas pour autant que c'est conseillé de le faire. Et nous, on ne conseille pas de l'utiliser pour, alors évidemment, le fait de boire cette eau, mais on ne le conseille pas non plus pour la préparation des repas et du café, bien entendu, ni pour l'hygiène corporelle. Alors, l'hygiène corporelle, donc les douches, bains, ça arrive régulièrement, ça arrive de temps en temps, je ne peux pas dire que c'est régulier, mais ça arrive de temps en temps. Quelqu'un qui est en bonne santé n'aura pas de problème vis-à-vis de cette utilisation. Alors le problème, c'est qu'en matière d'eau potable, on ne sait pas qui utilise quoi et on ne connaît pas l'état de santé des gens et c'est très bien comme ça. Et donc, nous, en tant que distributeur d'eau, notre responsabilité, c'est d'expliquer que l'hygiène corporelle, c'est pas recommandé parce qu'on ne sait pas qui peut utiliser cette eau. Si c'est quelqu'un qui a un problème d'immunité, si c'est un enfant, il peut y avoir des problèmes de santé qui y sont liés parce qu'on inhale, parce que aussi la peau n'est pas 100% perméable. Et donc, il peut y avoir une contamination du corps humain par des virus et des bactéries qui sont liées à l'eau de pluie. Alors, ça se traite. Hein, voilà, et de nouveau, quand on est en bonne santé, il n'y a pas de souci. Mon grand-père, par exemple, se lavait à l'eau de pluie. Voilà, il en a très bien vécu, il y a sans souci. Par contre, pour tout ce qui est robinet extérieur, utilisation pour les WC, il n'y a évidemment aucun souci, cette eau peut être utilisée sans traitement complémentaire. On a également un petit doute sur les machines à laver, puisque les machines à laver, en général, sont faites à 30, 40, 50 degrés. C'est typiquement une température où les bactéries et les virus se sentent très bien. Et donc, disons que quand on utilise de l'eau de pluie pour les machines à laver, pour le lavage du linge, on conseille un traitement complémentaire de manière à éviter tout problème en la matière. Oui, alors, au niveau légal, par contre, ce qui est important, j'ai oublié de changer la couleur dans la légende, le tuyau d'amener d'eau potable est bien en bleu clair, hein, donc à gauche du graphique. Ce qu'on voit souvent sur le terrain, c'est deux réseaux qui sont déconnectés physiquement, mais reconnectables, ou reconnectés bien souvent par un flexible. Donc, c'est typiquement ce que vous voyez dans cette situation. On a l'eau de distribution qui vient par un circuit, l'eau de pluie qui vient de la citerne, qui monte dans les étages, et de robinets double service ou de robinets d'arrêt tout simplement reliés par un flexible, de manière à ce que quand la citerne est vide, ce qui arrive de plus en plus souvent ces derniers temps, ces dernières années, eh bien, on puisse, avec un jeu de vanne, refaire circuler de l'eau de distribution
dans le circuit d'eau de pluie. Alors, ceci est interdit par la législation et ce depuis des décennies, parce qu'il y a un risque de contamination bactériologique, parce qu'il y a connexion physique du réseau d'eau de pluie, contaminé bactériologiquement, et du réseau d'eau potable, qui, lui, n'est pas contaminé. Et donc, ce qui est normalement, enfin, ce qui est obligatoire, c'est bien de déconnecter physiquement, totalement, les deux réseaux. Donc, le réseau de distribution et le réseau d'eau de pluie totalement disjoints. Et qu'est-ce qu'on fait quand la citerne est vide et qu'il n'y a plus d'eau dedans? Eh bien, on remplit au moins partiellement la citerne d'eau de pluie avec de l'eau de distribution. Il y a plusieurs moyens pour le faire. Le plus simple, c'est d'ouvrir l'attaque de la citerne, le regard de la citerne, et avec un tuyau d'arrosage, aller chercher dans un robinet de jardin de l'eau de distribution pour alimenter la citerne. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est ce qu'on voit de plus en plus souvent, et c'est très bien, c'est d'avoir dans la buanderie, typiquement, un robinet qui est alimenté en eau de distribution, avec un entonnoir qui arrive dans un tuyau qui, lui, arrive dans la citerne. Et quand effectivement la citerne est à un niveau trop bas, bien, on ouvre le robinet de buanderie, on remplit, par exemple, 1000 litres dans la citerne d'eau de pluie. 1000 litres, aujourd'hui, c'est 5 euros. Donc, c'est pas excessivement cher et ça permet à la fois de se protéger bactériologiquement et de continuer à à alimenter tous les points normalement habitués en eau de pluie, alimentés en eau de pluie par de l'eau, tout simplement. Alors, oui, d'autres prescriptions par rapport aux citernes. Alors, un point important, c'est d'identifier tous les points qui sont alimentés normalement par de l'eau alternative. Je parlais ici des citernes d'eau de pluie, c'est valable aussi pour les prises d'eau privées. Hein. Quand on a un puits chez soi, les prescriptions sont exactement les mêmes. Alors, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les points d'eau qui sont alimentés par de l'eau qui n'est pas de l'eau de distribution. Donc, c'est pour ça qu'il est important de mettre ce pictogramme auprès de tous les points qui sont alimentés normalement par de l'eau de pluie. Alors, pourquoi? Parce qu'on veut prévenir le fait que toute personne puisse ingérer cette eau malencontreusement par manque d'information. Donc, on recommande de mettre ce pictogramme sur tous les points alimentés par de l'eau de pluie, sauf les WC évidemment. Personne n'est censé boire l'eau des WC, je pense que ça n'arrive pas régulièrement. Donc, on ne l'oblige pas évidemment pour les WC, mais pour tous les autres points. Et c'est important notamment pour les robinets de jardin, parce que ces pictogrammes, on ne les voit pas encore souvent. Pourtant, Dieu sait si ça coûte pas très très cher, hein, je crois que ça doit coûter 10 centimes au bricot. Sur les robinets de jardin, parce que là, on peut avoir, s'ils passent ses propres enfants, les enfants des voisins qui viennent boire de l'eau, remplir leur gourde à ce robinet qui n'est pas forcément de l'eau de distribution, qui serait de l'eau de pluie, et dans ce cas-là, il est important de mettre ce pictogramme. Un autre point concernant les citernes, elles ont habituellement la fonction principale de faire des économies d'eau potable de la facture, mais elles peuvent également jouer un rôle important en matière de tamponnement des crues, donc des inondations. Et donc, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une citerne à double fonction, une qui permet d'alimenter ses WC, par exemple, ou son robinet de jardin, mais également une citerne qui permet de jouer le tampon par rapport aux grosses précipitations qu'on a traditionnellement en été, ce qui permet de renvoyer vers le milieu naturel de manière beaucoup plus smooth, lissée, l'eau, et ça permet souvent d'éviter, ça permet en tout cas en partie, d'éviter des inondations. En tout cas, ça permet de limiter celle-ci. Voilà pour les citernes. Un autre point important, je ne vais pas m'apesantir là-dessus, vous voyez le schéma à gauche qui reprend une installation conforme. Vous voyez là où la machine à laver est alimentée en eau de distribution sur la côté gauche du graphique de la maison, il y a ce petit robinet en buanderie avec une garde d'air qui permet d'avoir une déconnexion totale et qui arrive alors dans la citerne le cas échéant quand celle-ci est vide. Un point important, c'est que quand on a des WC, souvent les WC dans les nouvelles maisons sont alimentés en eau de pluie. Alors, si elles sont alimentées, on a déjà vu ça, par une double alimentation. Donc, on a l'eau de distribution qui arrive d'un côté et l'eau de pluie qui arrive de l'autre côté. Il est important d'avoir un WC qui soit adapté pour cela, pour ne pas qu'à l'intérieur du WC, on ait cette reconnexion. Si on a déconnecté tout son réseau à l'intérieur du logement et qu'on reconnecte son WC malencontreusement parce qu'on n'a pas pris le bon WC, c'est un peu dommage. Et donc, ce qu'on conseille, c'est d'avoir un WC qui est adéquat pour cela, avec deux gardes d'air que vous voyez sur les côtés, qui montrent, on voit bien l'eau qui se déverse à grand flot. On dirait une cascade islandaise, d'ailleurs, dans ce dessin, c'est assez sympa. Mais donc, il est important de prendre le bon WC en la matière. Voilà. Alors, ça, on a vu l'entrée du logement, on a vu les ressources alternatives en eau. Maintenant, j'arrive sur le système de chauffage. Alors, quand on a un système de chauffage central, celui-ci doit être alimenté en eau, typiquement, il est alimenté en eau de distribution. Et ce remplissage du circuit de chauffage, il est souvent pour faire l'appoint. Quand la pression diminue un peu, il faut un peu remplir avec de l'eau de distribution pour arriver à la bonne pression.
eh bien, ce circuit de remplissage doit être protégé parce que l'eau chaude a une pression supérieure à l'eau froide. Il risque d'y avoir un refoulement d'eau chaude vers les autres points d'eau alimentés normalement par de l'eau froide. Et typiquement, ce qu'on voit dans les logements aujourd'hui, c'est le cas chez moi aussi, on a un clapet anti-retour, comme on le voit à l'entrée du logement. Le nom du clapet anti-retour, je ne l'ai pas mentionné, mais ça va venir régulièrement maintenant. Ça va devenir un automatisme. C'est un clapet de type EA. EA n'est pas une abréviation, hein, c'est une famille E sous-espèce A. Donc, c'est un clapet anti-retour contrôlable, ce qu'on voit typiquement après le compteur d'eau. Vous voyez, c'est ce clapet avec les deux regards. Eh bien, on a typiquement ça, normalement, enfin, ce qu'on voit souvent sur le circuit de remplissage du circuit de chauffage central. Alors, c'est pas la bonne protection. C'est pas suffisant parce que ces clapets sont pas faits pour l'eau chaude pour telle différence de pression. Et il faut mettre un autre système, je vais revenir dessus tout de suite, un disconnecteur à la zone de pression. Contrôlable, pas contrôlable, je vais y venir tout de suite. Et donc ça, c'est important, c'est une non-conformité quasi systématique aujourd'hui. Donc mettre le bon dispositif en amont du circuit de remplissage, sur le circuit de remplissage, du circuit de chauffage, ça c'est une chose. Il y a l'eau chaude sanitaire qui peut être couplée ou pas au chauffage central. On peut avoir des boilers autonomes ou on peut avoir des boilers couplés au système de chauffage central. Alors ça, par contre, en général, c'est relativement bien protégé de ce qu'on voit sur le terrain. Il faut un groupe de sécurité. Groupe de sécurité qui, lui aussi, tout comme les disconnecteurs, doivent être agréés par Belgaqua. Il faut prendre les bons groupes de sécurité. Et alors, ce groupe de sécurité n'est pas une obligation à 100%. On peut trouver une alternative qui est simplement mettre un robinet d'arrêt, un clapet anti-retour EA, donc comme on le trouve à l'entrée du logement. Mais par contre, il faut protéger contre la surpression. Ça, c'est important. Et cette protection contre la surpression, ce groupe de sécurité, vous voyez sur le graphique de droite, il y a un minimum de centimètres à garder entre l'évacuation de ce groupe de sécurité qui relâche de l'eau régulièrement, c'est son rôle, sa protection contre la surpression, et le tuyau d'évacuation. Il faut cette garde d'air d'au moins 2 centimètres pour deux raisons. La raison la plus fréquente, ce que l'on observe, c'est que le groupe de sécurité, quand il ne fonctionne plus correctement, il coule en continu. Et si on n'a pas un écoulement qui est visible, on ne peut pas s'en rendre compte. Et ça, c'est une source très régulière de factures abominables que les gens reçoivent de leurs distributeurs parce que le groupe de sécurité a continuellement coulé directement dans l'évacuation et on se retrouve parfois avec des drames où on a des factures de 5, 6, 7, on a déjà eu des factures de 30 000 euros pour des fuites où en fait on ne s'en rend pas compte, le compteur tourne, on a 30 000 euros de facture, alors on a beau avoir tous les revenus qu'on veut quand on a une facture de 30 000 euros, eh bien ça reste difficilement payable et c'est d'autant plus dommage que la mise en conformité, pour ne plus que ça arrive, elle ne coûte pas très très cher, c'est couper un bout de tuyau pour garder cette garde d'air de 2 centimètres. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que si le tuyau d'évacuation est bouché, on risque d'avoir un retour d'eau usée. Ça arrive, notamment quand on a des fosses septiques qui ne sont pas entretenues, vers le réseau d'eau potable et ça risque de contaminer l'eau potable. Alors, je vous parlais des disconnecteurs, les voici. On en a deux types, contrôlable, pas contrôlable, plutôt pas contrôlable d'un côté. Donc, c'est typiquement ce qu'on va retrouver dans les installations domestiques unifamiliales, pas dans les copropriétés, mais dans les maisons unifamiliales. Pourquoi? Parce que ces disconnecteurs sont faits pour des puissances de chaudière qui, suivant les constructeurs de disconnecteurs, vont de 45 à 70 kW. Donc, en général, on n'est pas dans des puissances de ce type-là dans une maison unifamiliale. On peut être dans ce genre de puissance ou au-dessus quand on est dans une copropriété ou dans un immeuble non domestique. Et ce genre de disconnecteur, donc besoin d'avoir un agrément Belgaqua, coûte une centaine d'euros, donc c'est pas excessivement cher dans le prix d'une installation. Il faut aussi, comme les groupes de sécurité, je vous en ai parlé, que cette garde d'air soit présente, vous les voyez, entre le bas de la partie jaune du disconnecteur et cet embout qui se visse facilement dans le tuyau d'évacuation. On voit qu'il y a cette garde d'air. Et alors, c'est important, ce qui est important, c'est aussi que ces disconnecteurs-là, non contrôlables, sont valables donc dans les habitations domestiques pour des additifs de maximum catégorie 3. Ce qu'on appelle les additifs de max catégorie 3, c'est ce qu'on rajoute typiquement dans le chauffage pour éviter, suivant le gel, l'embouement, enfin toute une série de choses. Et alors, ce sont des additifs peu toxiques, mais peu toxiques, contrairement à des additifs de catégorie 4 qui sont des additifs très toxiques et qui nécessitent un autre type de disconnecteur qui est ce que vous voyez sur la droite, disconnecteur contrôlable, qui est plus cher, qui coûte environ 400 euros, ce que j'ai vu sur Internet en tout cas, hors placement, et qui est valable à la fois pour les additifs toxiques qu'on peut rajouter dans des appareils, dans des logements, pardon, dans des immeubles non domestiques, mais aussi pour des chaudières qui dépassent allègrement les 70 kW. Ma chaudière, par exemple, en propriété, chez moi, elle fait 120 kW, donc on devrait normalement installer ce type de disconnecteurs qui sont un peu plus chers et qui doivent garder également ces gardes d'air d'au moins 2 cm avec l'évacuation pour éviter le refoulement d'eau usée, éventuellement vers le réseau d'eau potable.
Un autre point important, c'est qu'en cas d'additif toxique, catégorie 4, ou en cas d'utilisation d'eau de pluie, il faut, donc ces protections disconnecteurs CABA ne sont pas suffisants. Il faut en plus, et uniquement lorsqu'on combine chauffage central d'un côté et eau chaude sanitaire de l'autre, il faut avoir un échangeur de chaleur à double paroi. Pourquoi? Parce que la simple paroi risque, en cas de fuite sur cet échangeur, de permettre une contamination du réseau d'eau potable par des additifs de catégorie 4 ou de l'eau de pluie. Et donc, il est important, dans ce cadre-là, d'avoir un échangeur de chaleur à double paroi. C'est valable pour ce cas-ci, c'est valable aussi dans le cas des piscines. Donc, quand on a un système de chauffage de piscine, il faut absolument un échangeur de chaleur double paroi. Certes, c'est plus cher, mais voilà, c'est la règle, parce que l'eau de piscine est ce qu'on appelle une catégorie 5. C'est de l'eau contaminée bactériologiquement, vous comprenez pourquoi, et donc il faut pouvoir protéger, en cas de problème, l'eau potable par la contamination d'eau de piscine. Un point important toujours dans le système en matière de chauffage, il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut que, donc je vous l'ai dit, l'eau chaude doit rester chaude, l'eau froide doit rester froide. Pourquoi? Parce qu'on a potentiellement le développement de bactéries qui s'appellent des légionelles, qui se portent très très bien entre 25 et 50 degrés. Alors le risque est pas, ça arrive pas souvent, mais ça arrive de nouveau. Donc, et donc ça c'est quelque chose d'important. Le chauffe-eau doit être réglé à au moins 55 degrés parce qu'à partir de 50 degrés, les légionelles meurent. Et donc c'est pour ça qu'on conseille d'avoir 55 degrés parce qu'on essaie de garder la température systématiquement à au moins 50 degrés dans l'ensemble du circuit de chauffage. Voilà. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le chauffage, il y a énormément de choses à dire. Donc, en matière de traitement d'eau, c'est quelque chose qu'on voit également régulièrement, ce sont les adoucisseurs d'eau pour des problèmes de calcaire. 2 tiers de la Wallonie est desservie par de l'eau dite dure, donc qui dépasse les 25 ou les 30 degrés français. Donc la plupart, beaucoup de personnes, un logement sur 10 environ est équipé d'un adoucisseur d'eau, ou en tout cas d'un appareil anti-calcaire, souvent des adoucisseurs d'eau à sel. Et ces adoucisseurs d'eau à sel doivent également être protégés de 3 manières. Donc, la première manière, c'est d'obligatoirement mettre un bipass entre de l'eau qui est adoucie et de l'eau qui n'est pas adoucie. Pourquoi? Parce que la législation wallonne impose qu'en cas d'adoucissement artificiel, donc dans votre cas, la dureté résiduelle après adoucissement doit être d'au moins 15 degrés français. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand on installe un adoucisseur, l'eau qui arrive au robinet de la cuisine est souvent à 0 degré français. C'est encore très fréquent. Ce n'est pas une eau qui est conforme au niveau de la législation. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'intégrer des éléments métalliques. Une eau douce a plus de chances d'être corrosive vis-à-vis de canalisation métallique, mais aussi de la robinetterie. Et une deuxième raison, c'est que quand on a une eau initialement, par exemple, à 40 degrés français, qu'on arrive à 0 degrés français, le principe de l'échange d'ions, c'est qu'on remplace le calcium et le magnésium qui composent le calcaire par du sodium, composant du sel de cuisine. Et il y a une norme en sodium qui est de 200 mg par litre, qui risque d'être dépassée si on adoucit à 0 degré français. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut garder ces 15 degrés français de dureté résiduelle. De nouveau, comme les différents dispositifs dans le logement, on doit protéger l'adoucisseur d'eau par un clapet anti-retour, précédé d'une vanne d'arrêt. Et ce clapet anti-retour, c'est le même que celui qui est après le compteur d'eau, clapet de type EA, agréé belga. Troisième protection par rapport à un adoucisseur d'eau, c'est la régénération. Quand l'adoucisseur d'eau a rempli sa fonction et que l'ensemble de la résine est rempli de calcium et de magnésium, eh bien, il faut recharger la résine en sel. Et c'est le processus de régénération, donc un passage d'eau à contre-courant qui régénère la résine, et cette eau est évacuée avec les eaux usées, les eaux grises. Cette régénération est souvent, un peu moins fréquent, mais quand même malgré tout assez souvent, un problème de surconsommation d'eau parce que la régénération tourne en continu quand l'appareil déconne tout simplement. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir cette garde d'air de 2 cm, comme on l'a vu pour les comptes de sécurité du boiler, qui permet d'éviter un écoulement en continu et des factures qui sont vite impayables. Voilà, donc en général, donc, tout appareil de traitement doit faire l'objet d'un bypass et d'un clapet anti-retour. Il y a des exceptions à cela. Donc, par exemple, quand on a un filtre, on conseille effectivement, le bypass n'est pas nécessaire dans le cas d'un filtre, par contre, la protection anti-retour est nécessaire. Alors, il y a des exceptions. Donc, on a récemment sur le marché vu des injecteurs à CO2. Et historiquement, on a d'autres appareils anticalcaires, magnétiques, électromagnétiques, voilà, ce genre de choses. Alors, un petit mot sur les injecteurs à CO2, ils marchent très bien. Le CSTC a fait des études en la matière et a très bien prouvé que ce qui était sur le marché
permettait d'avoir une même efficacité qu'un adoucisseur d'eau à sel réglé à 15 degrés Celsius en dureté résiduelle, donc ça marche. C'est le CSTC qui le dit, c'est pas Aquawal, je ne peux que les croire, ils sont plus doués que moi en la matière. Il faut savoir que ces appareils, ils modifient le pH, donc quand on injecte le CO2, on diminue le pH de 0,5 unité. Or, il y a une norme en pH minimum à respecter au niveau de la législation qui est de 6,5. On ne peut pas avoir un pH inférieur à 6,5. Donc, vous comprenez la logique que si on abaisse de 0,5 unités et qu'on ne peut pas descendre sous 6,5, on ne conseille pas les injecteurs à CO2 quand l'eau fournie par un distributeur est déjà à un pH inférieur à 7. Donc ça, c'est important à le savoir, mais a priori, ça fonctionne effectivement très bien. Voilà pour le traitement domestique de l'eau. J'en ai bientôt fini. J'arrive sur les lavabos. Ça, c'est systématique, évidemment. Ces lavabos doivent faire l'objet d'une protection. Alors, le robinet qui alimente le lavabo doit toujours avoir une garde d'air, ne doit pas être immergeable. C'est-à-dire que, normalement, le robinet ne doit pas être rabattable à un niveau en dessous de celui du lavabo ou du trop-plein. Alors, si c'est le cas, puisqu'il y a des robinets qui le font, ils doivent avoir une protection spécifique, mais pour ce genre d'appareil, je vous expliquerai plus loin où trouver l'information. Par contre, donc, les lavabos sont typiquement alimentés en eau chaude et en eau froide, robinet mitigeur. Alors, si c'est en eau froide, il n'y a pas de souci, il faut juste que le robinet ne soit pas immergeable et c'est très bien comme ça. Si c'est alimenté par de l'eau chaude et de l'eau froide, il faut éviter qu'au niveau du robinet, on ait un retour d'eau chaude vers l'eau froide, de nouveau. Et donc, à ce niveau-là, il y a deux possibilités. Soit on prend un robinet qui est agréé par un robinet mitigeur qui est agréé par Belgaquois. Belgaquois a un répertoire d'appareils qui sont agréés par eux et donc qui intègrent les protections. Donc, si on a un robinet qui est agréé par Belgaquois, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas le cas, et c'est tout à fait louable de ne pas prendre un robinet qui est agréé par Belgaquois, peut-être parce qu'il est moins cher, alors il faut simplement installer sur l'arrivée d'eau froide un petit clapet qui n'est pas un clapet EA comme on l'a vu, mais un clapet encore moins cher et un peu plus discret, qui est le clapet de type EB. Alors, discret, ce n'est pas toujours le cas, hein, parfois c'est assez moche, et c'est un clapet qui coûte une vingtaine d'euros. Alors, tout ce que je viens de dire ici, c'est l'idéal. Dans le cas de Certibon, on ne l'imposera pas, parce qu'en fait, le risque est faible et ça ne concerne, entre guillemets, qu'une contamination d'un point d'eau à l'intérieur du logement vers un autre point d'eau à l'intérieur du logement. Donc, ce qu'on va juste vérifier dans le cadre de Certibo, c'est pas ce clapet EB, on va quand même le conseiller, mais c'est simplement qu'il y ait bien un clapet EA après le compteur, de manière à éviter que l'eau chaude qui refoulerait dans ce cadre-ci n'arrive pas quand même au niveau du réseau public de distribution d'eau. Par contre, ce que je viens de dire, et c'est le slide suivant, c'est si on a une douchette, ah pardon, excusez-moi, c'était ce slide-là, si on a une douchette à main qui est ajoutée sur le robinet mitigeur, ce qui arrive quand même très souvent évidemment. Par contre, la douchette doit faire l'objet de cette protection de type EB. Donc, soit on prend un robinet mitigeur qui est agréé par Belgaquois, il n'y a pas de souci, soit on rajoute un clapet anti-retour. Soit juste après, au départ ou à l'arrivée de la douchette. Simplement, pourquoi? Parce que la douchette est immergeable dans une eau qui est une eau qui est plus dangereuse qu'une eau chaude simplement. C'est une eau de catégorie 5, comme les piscines, les citernes d'eau de pluie. Et s'il y a un siphonnage malencontreux, de nouveau, ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver, eh bien, il n'y ait pas possibilité de contaminer un autre point par de l'eau qui n'est plus alors simplement de l'eau chaude, pas très dangereuse, juste pas bonne, mais par de l'eau qui est, elle, contaminée bactériologiquement. Donc, dans ce cadre-là, dans Certibo, on va bien vérifier qu'il y a ce clapet EB sur la douchette à main ou que le robinet mitigeur qui alimente cette douchette est bien agréé par Belgaquois. Alors, les WC, je ne vais pas m'apesantir dessus. Typiquement, on va regarder si le WC est agréé par Belgaquois. Il faut une protection typique. Je ne vais pas m'apesantir dessus. Je pense que le message qu'il faut faire passer vraiment ici, c'est, dans la mesure du possible, à partir le plus tôt possible, c'est d'essayer de trouver les équipements qui sont agréés par Belgaquois. Vous le reconnaîtrez à leur logo. Quand je vais au Brico du coin ici à Namur, il y a tout un volet agréé Belgaquois, un volet pas agréé Belgaquois. Bon, jusqu'à présent, je ne prenais pas non plus de l'agréé belgaquois. Je vais commencer à prendre moi également de l'agréé belgaquois. Peut-être un point important quand même, c'est les robinets double service. Qu'on appelle robinets double service, c'est typiquement les robinets de jardin ou de buanderie dans lesquels on peut fileter un tuyau d'arrosage. Vous comprenez la logique, c'est comme une douchette à main. C'est une catégorie 5 puisque ça peut tremper on ne sait dans quoi. Et donc, il faut éviter que par siphonnage, on siphonne l'eau de on ne sait pas quoi vers les autres points d'eau potable. Et donc, à ce niveau-là, même logique que pour les robinets mitigeurs. Soit on prend un robinet qui est agréé par Belgaquois, qui intègre donc les protections adéquates, soit on rajoute de la protection sur le côté, donc soit un clapet EA, donc, comme vous connaissez maintenant, soit on met la protection au bout du robinet de double service, c'est souvent d'ailleurs le plus pratique parce qu'on appelle un disconnecteur d'extrémité
HA, c'est son petit nom, famille H, sous-espèce A, agrès belgacois de nouveau, mais le plus simple dans ce cas-là, c'est de prendre les bons robinets. Alors, ce que je viens de dire ici n'est valable que si ce robinet est alimenté par de l'eau potable, par de l'eau du distributeur. Si c'est de l'eau de pluie ou de l'eau prise au privé qui arrive, c'est la disconnexion totale des deux réseaux qui assure la protection. Donc, dans ce cadre-là, il n'est pas obligatoire de mettre cette protection HA ou EA, ni de prendre un robinet agrégé belgacois. Donc, c'est la protection, la séparation physique des deux réseaux qui assure la protection. Voilà, alors je ne vais pas faire tous les équipements. Tout ce qu'on peut trouver dans un logement, c'est innombrable. Vous avez beaucoup parlé de belgacois. Ils font ce répertoire, 2020, ils sont en 2021, qui explique sur tous les points d'eau comment protéger les points d'eau. Voilà, que ce soit les surpresseurs, qui sont des choses compliquées, les réseaux incendies qui arrivent de temps en temps, l'alimentation des étangs, les fours à vapeur. Tout ça, dès que vous avez une question sur un point d'eau particulier, vous allez télécharger sur le site de Belgacois ce répertoire qui comprend également l'ensemble des dispositifs qui sont agréés par eux, marque, modèle. Il y a un moteur de recherche aussi sur leur site qui n'est pas très bien fait, il faut bien l'avouer, mais qui quand même peut nettement aider. Donc, référez-vous à ce bouquin si vous avez une question par rapport à vos équipements en eau potable. Voilà. Je vois qu'on a déjà très très fortement entamé le timing. Je suis On devait finir à désolé. 10h30, il est déjà 10h30. Donc je vais aller assez rapidement sur le troisième point, qui était les points d'attention pour l'eau usée et l'eau pluviale. Donc en fait, pour ce volet-là, c'est quoi? C'est le code de l'eau. Donc le but, c'est de respecter toutes les dispositions du code de l'eau. Donc ici, sur ce slide, j'ai résumé, en fonction des différentes thématiques du code de l'eau, les obligations pour les habitations. Donc, d'une part, il y a des obligations qui découlent du régime d'assainissement. En gros, soit une habitation est en collectif, c'est-à-dire que ces eaux sont récoltées via un égout, un collecteur et puis une station d'épuration publique gérée par la SPGE, soit en régime autonome, donc la personne doit installer un petit système d'épuration individuel, soit le régime transitoire, qui est, comme son indique, temporaire transitoire, avec des dispositions particulières, mais régime qui devrait disparaître d'ici 1 ou 2 ans. Donc, je ne me suis pas attardée sur ce régime-là, puisque je pense que ça représente 0,5% de la population, donc vraiment pas grand-chose. Il y a des obligations qui découlent des régimes, des obligations qui découlent de la date du permis d'urbanisme, c'est ce sur quoi je vais insister aujourd'hui. Il y a également des obligations qui découlent du lien entre une habitation et une station d'épuration. En gros, est-ce qu'il y a un égout, est-ce qu'il y a un collecteur et est-ce qu'il y a une STEP, une station d'épuration publique, pour STEP. On va le voir aussi. Et enfin, est-ce qu'il y a une zone qu'on appelle prioritaire, donc une zone de prévention de captage, donc prioritaire pour l'environnement, dans lesquelles il y a également des obligations supplémentaires à toutes celles-là. Donc voilà un peu une synthèse des obligations. Le plus important, c'est le régime d'assainissement, et ce régime est disponible en visualisation ici, cartographique, sur le site de la SPGE. Donc on a une cartographie, vous tapez l'adresse, et vous savez voir si vous êtes en collectif, autonome ou transitoire, et comment, en fonction de la couleur ici de la plaque. Donc comme vous voyez dans la légende, vous êtes en rose, vous êtes en collectif, et si vous êtes en gris, vous êtes en autonome. Donc là, une fois que vous savez dans quel régime vous êtes, vous connaissez les obligations qui en découlent. Et donc, pour l'assainissement collectif, je me suis vraiment ici attardée sur les nouvelles habitations, puisque c'est ce qui nous concerne pour le Certibo. Mais le principe de base, c'est quoi? C'est que les habitations doivent être raccordées à l'égout et rejeter de l'ensemble de leurs eaux noires et grises. Donc, noir, c'est WC, grise, c'est autres sanitaires et autres équipements. Ce raccordement à l'égout doit être muni d'un regard de visite, accessible et placé à un endroit offrant toute garantie de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux déversées. Donc ça, c'est le principe de base. Et une nouvelle réglementation à partir du 20 juillet 2003, donc pour toutes les habitations construites après ce 20 juillet 2003, il y a l'obligation de séparer les eaux pluviales et les eaux usées sur la parcelle. Donc c'est ce que j'ai essayé de synthétiser ici. Donc j'ai essayé de synthétiser en fait ce qui se passe en fonction des différents cas possibles pour une habitation. Donc par exemple, vous avez une habitation avec un égout dans la rue, elle y est raccordée. On regarde est-ce qu'il y a un collecteur dans lequel aboutit cet égout y a-t-il une station d'épuration? Si oui, voilà ce qu'elle doit faire. Donc elle doit raccorder toutes ses eaux à l'égout et séparer ses eaux usées et ses eaux pluviales. Par contre, s'il n'y a pas de collecteur et pas de step, en plus de ça, elle doit installer une fosse septique bypassable. Donc ici, c'est vraiment une synthèse. Je trouve que c'est assez clair et pour montrer qu'en collectif, voilà en gros ce qu'il y a à faire. Donc c'est raccorder toutes les eaux usées à l'égout,
séparer les eaux usées des eaux pluviales à la parcelle. Et pour les habitations où il n'y a pas de collecteur ou de station d'épuration publique pour traiter leurs eaux, installer une fosse septique bypassable. Donc voilà, en gros, ici, pour le collectif, ce qu'il faut retenir, les grandes obligations, et c'est ce qui sera vérifié dans le cadre du CERTIBO et qui pourra engendrer une non-conformité, et donc le non-accès à l'eau, si par exemple, elle devait installer une fosse septique et qu'elle n'en a pas, ou si elle devait séparer ses eaux usées pluviales et qu'elle ne le fait pas, tout ça engendre de non-conformité dans le certificat. En collectif, on a des exceptions et dérogations. On peut retrouver des SEI, donc des systèmes d'épuration individuels. Normalement, c'est proscrit, sauf dans le cas où, en fait, on ne sait pas se raccorder à l'égout. Soit l'égout est existant, on ne sait pas se raccorder, soit il y aura un égout futur, mais on sait déjà, vu la topographie du terrain, qu'on ne saura pas s'y raccorder. Alors, le particulier peut demander une dérogation de raccordement à l'égout, et cette dérogation implique qu'il doit installer un système d'épuration individuelle à la place de se raccorder à l'égout. Et ce système d'épuration individuelle doit être muni d'un permis d'environnement de classe 2, donc un permis d'environnement. Et en plus, s'il ne sait pas se raccorder et qu'en plus il ne sait pas installer de SEI parce qu'il n'a pas la place ou il y a d'autres impossibilités techniques, il peut également demander une dérogation pour l'installation d'un SEI. Il ne se raccorde pas à l'égout et il ne met pas de SEI. Et donc la dispense d'installation du SEI doit se demander au SPW, Service public de Wallonie. Donc on sait qu'on doit se raccorder à l'égout, qu'on peut avoir des SEI dans certains cas. Donc ça, c'est pour, on va dire, les eaux usées. Pour tout ce qui est eau pluviale, pour les nouvelles habitations, donc à partir du 31 décembre 2016, il y a eu une nouvelle réglementation donc, qui touche toutes les nouvelles habitations à ce jour. C'est que pour évacuer les eaux pluviales, il faut respecter cette hiérarchie, qui est 1, évacuer les eaux pluviales dans le sol par infiltration. Si on ne sait pas infiltrer, on doit les évacuer dans une voie artificielle d'écoulement ou dans une autre surface. Et enfin, si on ne sait ni infiltrer ni évacuer par haute surface, c'est évacuer les eaux pluviales par l'égout. Donc, le certificateur CERTIBO va également vérifier le respect de cette hiérarchie dans le cadre de sa visite de terrain. D'autres petites modalités pour les eaux pluviales, c'est qu'elles ne peuvent pas transiter ni par les SEI ni par les fosses septiques, puisque ces deux équipements-là ne peuvent recevoir que les eaux usées grises et noires. Donc, il vérifiera également sur terrain qu'aucune eau pluviale n'arrive à ces deux systèmes. On va le voir dans des zones particulières que sont les zones de captage, on ne peut pas évacuer les eaux pluviales par puits perdant. Donc, c'est des dispositions particulières pour ces zones. Et donc, dans ce type de zone, il faut trouver d'autres systèmes pour évacuer ces eaux pluviales. Les eaux pluviales ne peuvent pas être évacuées dans un égout séparatif. Donc, nous, on a deux types d'égouts en région wallonne. Égout séparatif, égout unitaire. Et ça veut dire quoi? En fait, égout unitaire, on a une canalisation qui peut recevoir les eaux usées et les eaux pluviales. Par contre, égout séparatif, c'est qu'on a une canalisation qui est un égout qui reçoit les eaux usées et les eaux pluviales sont soit réceptionnées via un aqueduc ou en tout cas d'une autre manière. Et ici, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne peut pas renvoyer des eaux pluviales dans une canalisation qui a été dédiée uniquement aux eaux usées. Ça engendre également une non-conformité au CERTIBO. Et enfin, on ne peut pas évacuer ces eaux pluviales directement dans un collecteur. Donc, au niveau hiérarchie des systèmes de collecte, etc., on a l'égout qui réceptionne l'eau en sortie d'habitation et on a les collecteurs, tuyaux de plus grosse dimension, qui reçoivent les égouts. Et un particulier ne peut pas évacuer directement ces eaux dans cette grosse canalisation, sauf si il a l'accord de son organisme d'assainissement agréé. Donc ça, c'est également quelque chose que le certificateur devra vérifier sur terrain. Si la personne évacue en collecteur, elle doit systématiquement avoir un avis de l'OA. Si elle ne l'a pas, ben, ça serait une non-conformité au CERTIBO. Je vais assez vite parce que je vois qu'on a quand même un peu en retard. Donc, mais voilà, s'il y a des questions, on y répondra ultérieurement, il n'y a pas de souci. Donc, on a vu le collectif. Maintenant, en régime autonome, c'est quoi? Le principe de base, c'est que toute nouvelle habitation construite dans cette zone doit être équipée d'un système d'épuration individuelle agréé. Donc, dans ce système, toutes les eaux usées doivent arriver et pas d'eau pluviale. Donc, ça, c'est important. Il peut y avoir une dispense. Donc, si on ne sait pas installer de SEI,
pour une raison technique prouvée dans un rapport, on peut avoir une dispense octroyée par le service public de Wallonie. Et donc, pour les nouvelles habitations, et la date c'est après le 31 décembre 2016, pour toutes ces habitations-là, elles doivent respecter une hiérarchie pour l'évacuation des eaux en sortie de ces petits systèmes d'épuration. Donc, comment doivent être évacuées ces eaux usées dites épurées? Donc, dans le sol par infiltration, hors puits perdant, qui est un système spécifique. Si on ne sait pas infiltrer, on évacue par une voie artificielle d'écoulement ou dans une autre surface. Et si on ne sait ni faire le point 1 ni le point 2, alors on peut évacuer en puits perdant. Donc, il y a une hiérarchie également à respecter pour l'évacuation des eaux usées épurées. Donc ici, on était sur les dispositions par régime. Donc, on a vu qu'il y a des obligations, qu'on soit en collectif ou en autonome, en fonction des dates du permis d'urbanisme. Mais ici, puisqu'on est sur les nouvelles habitations, tout ce que je vous ai présenté est d'application. Et on avait vu également qu'il y avait des obligations supplémentaires pour certaines zones, dont les zones de prévention de captage. Donc, là, il y a des captages d'eau qui sont destinés à la consommation publique. On a des dispositions particulières à respecter. La première, c'est qu'il est interdit d'évacuer ces eaux usées, y compris les eaux pluviales, par puits perdants. Donc, les puits perdants sont à bannir, que ce soit dans les zones de prévention rapprochées ou éloignées. C'est-à-dire qu'autour d'un captage, on a plusieurs zones. On a une zone rapprochée, qui est forcément proche du captage, et une zone éloignée. Et donc, que ce soit en rapproché ou en éloigné, on ne peut pas avoir de puits perdants. Donc ça, c'est un système interdit. Et en plus, dans les zones de prévention rapprochées, donc vraiment dans les quelques mètres du captage, on ne peut pas évacuer les eaux usées autrement que par des égouts ou par des conduites, en tout cas étanches, qui sortent les eaux usées de la zone. Et de la même manière, on ne peut pas épandre tout ce qui est effluent domestique, même après épuration. Donc, même après passage dans un système d'épuration individuel, on ne peut pas épandre ces eaux. Donc, on ne peut pas infiltrer, en gros, les eaux dans ces zones rapprochées, puisqu'elles doivent vraiment avoir un niveau de protection maximale pour la zone de captage. Par contre, on peut infiltrer ces eaux pluviales. Donc, là, on parlait des eaux usées. Les eaux pluviales, elles, peuvent bien entendu être infiltrées en zone de prévention. Et alors, un tout petit mot ici, c'était sur les agréments des SEI, puisqu'on a indiqué qu'en autonome, après, pour les nouvelles habitations, c'est un SEI agréé. Et cet agrément, en fait, pour le petit historique, doit être effectif pour toute habitation après le 1er janvier 2019, ou bien dans le cadre de transformations existantes, ou bien si c'est un système qui a été imposé, par exemple, par la commune, ce système doit être agréé par le comité d'experts pour les agréments. Et donc, ces SEI agréés, on les reconnaît comment? On les reconnaît via une petite plaquette qui est placée à l'intérieur de ceux-ci. Et le certificateur Certimo va aller vérifier la présence de cette plaquette et le fait que le SEI installé pour les nouvelles habitations est bien agréé. Si ce n'est pas le cas, ce sera une non-conformité également au Certimo. Je vais continuer tant que je suis lancée, hein, Cédric, pour cet aspect-là. Donc, on a été un peu rapidement pour les obligations, mais je vais vous montrer des outils où tout est synthétisé, où vous y aurez accès librement. Donc, cet outil, c'est quoi? C'est d'une part, je l'ai déjà évoqué, l'application cartographique qui est disponible sur le site de la SPGE et qui présente d'une part les régimes d'assainissement, mais également les zones de prévention de captage. Donc, vous savez voir, pour une habitation, si elle est présente dans une zone de prévention, et dès lors, pouvoir appliquer les bonnes obligations. Donc, tout ça, et bien encore beaucoup plus d'informations sont disponibles sur notre application cartographique. Et en plus de cette application, on a d'autres outils que sont les fiches techniques. Fiches techniques qui ont été rédigées par Aquawal et qui sont disponibles sur le site Certimo. Et ces fiches techniques, elles sont ventilées selon les deux thématiques ici qui ont vraiment orienté notre présentation. Le volet eau potable. Donc, on a une fiche qui explique un peu l'eau potable, une fiche où on explique justement tout ce que Cédric a indiqué sur l'entrée de l'eau dans le logement, le traitement domestique de l'eau, les alternatives, chauffage aux choses sanitaires, autres équipements. Et toutes ces fiches existent en deux publics destinataires, donc d'une part pour les usagers et d'autre part pour les installateurs, avec un niveau de détail plus poussé pour les installateurs. Donc, première fiche eau potable, deuxième série de fiches eau usée, eau pluviale. On a une fiche chapeau qui explique en gros tout ce que je viens d'expliquer, régime d'assainissement, eau grise, eau noire, la séparation des eaux, les regards de visite, etc.
On a une fiche spécifique sur le raccordement à l'égout, une fiche eau pluviale, une fiche que faire de son système d'épuration et une fiche protection de captage. Donc, toutes ces fiches sont téléchargeables en PDF sur les sites web de Certibo. Et enfin, je terminerai par un tout petit focus sur les certificateurs et comment devenir certificateur. Donc, on a des conditions, 4 conditions non cumulatives pour être certificateur. Donc, certificateur, c'est des personnes physiques qui doivent répondre à une des 4 conditions, soit être agréé en tant que certificateur ou responsable PEB, soit faire état de certaines compétences qui sont reprises ici à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 et qui sont liées au métier de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale pour les activités de chauffage central, climatisation, gaz et sanitaire. Donc, deuxième condition. Troisième condition, avoir une expérience dans le domaine de l'eau, potable ou assainissement, expérience d'au moins 2 ans. Quatrième condition, est agréé pour une procédure identique dans une autre région ou un autre État membre de l'Union européenne. Donc, si vous répondez à une des 4 conditions, vous pouvez vous inscrire à une des formations qui sont dispensées par des centres agréés. La liste est disponible également sur le site de la SPGE. Ici, juste pour vous indiquer qu'on a des législations qui régissent ces formations. L'important, si vous devenez certificateur, c'est que pour éviter tout conflit d'intérêts ou toute interdépendance entre le certificateur et le demandeur, le certificateur ne peut pas faire de certibo sur un immeuble bâti sur lequel il dispose d'un droit réel ou personnel, pour lequel il intervient à quelque titre que ce soit, ou dont le propriétaire ou titulaire est un parent ou allié, ou son employeur. Donc ça, c'est important à savoir. Si vous vous lancez dans la formation certificateur, c'est que vous ne pourrez pas les faire, par exemple, si vous êtes architecte, sur les immeubles que vous suivez en tant qu'architecte. Et si vous êtes dans une entreprise de chauffage ou autre, vous ne pourrez pas le faire pour un chantier que vous avez suivi ou qu'un de vos collègues a suivi. Donc ça, c'est assez important à savoir dans le cadre de la certification. Voilà. Donc, désolée, on a été un peu rapide, mais c'est pour quand même essayer de ne pas trop déborder sur le temps qui nous était imparti. Donc voilà, je propose qu'on passe aux questions-réponses. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc les questions-réponses. Jérôme, je peux le parcourir? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, on t'entend. Ok, super. La première question, c'est vous annoncez la date du 1er juin. Qu'en est-il des chantiers en cours? S'agit-il de tous les permis délivrés après le 1er juin? Donc, l'élément déclencheur, c'est bien la demande de raccordement à l'eau. Ça veut dire que toute demande après le 1er juin est soumise au Certibo. C'est-à-dire que si quelqu'un demande le raccordement à l'eau le 31 mai, il ne sera pas soumis au Certibo. Donc, c'est vraiment l'élément déclencheur, demande de raccordement à l'eau. Le Certibo est-il d'application pour les nouvelles constructions en cours de chantier pour lesquelles le raccordement à l'eau se ferait après le 1er juin? Oui, donc c'est ça. Donc, ça se rapporte aussi à la première. Donc, c'est vraiment l'élément déclencheur. Donc, les chantiers en cours qui demandent l'eau après le 1er juin. Donc, je suppose que ça va accélérer les demandes d'eau. Il va y avoir un afflux, je pense, les 2 dernières semaines de mai. Mais en tout cas, c'est vraiment à partir du 1er juin, les demandes de raccordement à l'eau, le Certibo d'application. Vous parlez de nouvelles constructions, mais quid des transformations lourdes où tout le réseau sanitaire est à refaire? Donc, il n'y a pas le Certibo. Le Certibo est vraiment orienté nouvelle construction. Voilà, il n'y a pas d'obligation pour les transformations. Par contre, comme j'ai dit, si vous avez un Certibo et que vous faites des transformations lourdes, votre Certibo n'est plus valable. Mais il n'y a pas d'obligation pour le moment de faire le Certibo si vous faites des transformations sur votre réseau sanitaire. Je peux compléter, Hélène? Pardon? Je peux compléter? Oui, vas-y. Alors, on est en train de faire pas mal de formations de communication vers tous les métiers, hein, mais ça va, les communes, les distributeurs, les organismes d'assainissement, les certificateurs, les sanitaristes. Ce qu'on espère évidemment, c'est qu'à l'avenir, toutes les habitations seront systématiquement réalisées conformes, ce qui permettrait d'éviter des problèmes à l'avenir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une volonté. Il n'y a pas de décision prise pour l'instant, mais la volonté très claire est de dire que demain, Certibo, donc aujourd'hui, c'est les nouveaux raccordements à l'eau potable. Demain, ça sera
on l'espère en tout cas nous, également obligatoire lors des ventes. Et donc, l'idéal, enfin, à ce moment-là, ce qu'on imagine, c'est que le vendeur, comme le PEB, fait passer un certibo qui aboutira certainement à une non-conformité et que les travaux seront à faire par l'acheteur dans un certain délai. Donc, tout ça, c'est une volonté, c'est pas encore acquiescé, enfin, c'est pas encore validé, bien entendu. C'est pas encore légal, mais c'est ce vers quoi on tend. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Et donc, l'idéal, c'est de se dire que quand on fait une transformation lourde, le certibo n'est pas obligatoire, mais de manière informative, si on l'a, il sera toujours valable si demain on vend l'habitation et que c'est devenu obligatoire pour les ventes d'habitation. Donc, question suivante, c'est encore par rapport à l'élément déclencheur. Donc, c'est bien la demande de raccordement à partir du 1er juin qui déclenche le certibo. Apparemment, problème de son. Je suppose que de chez moi. Je ne sais pas si vous avez eu un problème aussi, Jérôme et Cédric. Non, il n'y a pas eu de souci de mon côté. Donc, ça va, parce que je sais que, puisque je suis connectée, parfois le petit micro ici. Oui, oui. Il n'y a pas eu de coupure de son, en tout cas de mon côté. OK. Donc, le PDF, bien sûr, je l'enverrai à Jérôme pour qu'il vous le transmette. La garde d'air, Cédric. Répondu. Oui. C'est répondu, Oui. il mettait plus bas, c'est répondu, c'est 2 cm comme à Bruxelles, effectivement. Je suis content d'avoir qu'il y a des Bruxellois qui sont là et qui connaissent déjà du coup un peu la matière. Groupe de sécurité sur les boilers à accumulation, posés à l'entrée des chauffe-eau et chaudières murales à production d'eau chaude instantanée. Alors oui, on doit protéger effectivement ce groupe de sécurité, y compris sur les chaudières instantanées. Quoi le prescrit. Je suis, à mon avis, comme vous, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais néanmoins, le groupe de sécurité est néanmoins nécessaire, y compris sur le chauffage instantané. Vous le retrouverez en page 66, si je ne me trompe pas, du répertoire Belgacois 2021. Donc, il faut bien installer un groupe de sécurité dans ce cadre-là, effectivement. Est-ce qu'on peut connecter l'eau potable à un puits avec un séparateur de système, donc un disconnecteur? Donc, si je vous comprends bien, il s'agit des pompes qui ont des surverses intégrées. Donc, s'il s'agit de pompes avec surverses intégrées, Willow fait ça notamment. C'est bien autorisé parce qu'il y a bien une séparation physique à l'intérieur de la pompe elle-même. Donc, si c'est ça, c'est tout à fait autorisé. De manière globale, ce qu'il faut vérifier, puisque je n'ai pas la prétention de connaître tous les systèmes, c'est bien de vérifier qu'il n'y a aucun risque de contamination, de jonction physique entre de l'eau de pluie et de l'eau de distribution. Donc ça, c'est le principe de base. Si on parle de cette pompe-là, elle l'intègre, et d'ailleurs, elle est agréée par Belgacroix, donc c'est tout à fait valable. Dans une salle de bain, est-ce qu'il est possible d'installer un système de chauffage seul? Oui, pour l'instant, oui, car les tuyaux d'eau froide sont pratiquement en contact avec le chauffage. Alors, si le tuyau est en contact avec le chauffage, ce n'est pas un problème, si ce n'est pour des déperditions thermiques, mais peu importe. Pour le réchauffage de l'eau froide, le réchauffement plutôt de l'eau froide, donc ça peut poser éventuellement des problèmes qualitatifs, mais ce n'est pas interdit. Si par contre, le risque qu'il faut imaginer, c'est de se dire que l'eau froide doit rentrer en contact avec l'eau chaude, mais physiquement, qu'il y ait une modification de température de l'eau froide par la jonction de l'eau chaude. On risque de refouler de l'eau chaude vers un point d'eau normalement habitué par de l'eau froide. Si je comprends bien, si c'est de tuyaux différents, et dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème sur le fait de mettre ce système chauffage seul dans la salle de bain, pour autant que le système de remplissage soit évidemment par un disconnecteur CABA, le cas échéant, suivant le cas. Les eaux usées, Hélène? Alors, l'évacuation des eaux usées dans les zones de captage dépourvues de réseau d'égouttage. Donc, il y a 2 types de zones. Il y a ce qu'on a appelé les zones rapprochées. Donc, dans ce cas-là, on doit sortir les eaux usées de la zone et la SPGE finance les travaux qui permettent d'évacuer ces zones. C'est assez rare, les habitations dans ces zones, parce que c'est vraiment proche du captage, mais c'est la SPGE, dans le cadre de ces missions de protection de la ressource, qui finance l'évacuation via des tuyaux étanches. Donc ça, c'est pour les zones rapprochées. On évacue comme ça via des travaux financés par la SPGE. Dans les zones éloignées, là, on peut infiltrer, on peut rejeter en eau de surface. On ne peut juste pas évacuer par puits perdant. Voilà. Okay. Alors, qui s'occupe ou est responsable des clapets qui ont souvent les soucis? Effectivement, c'est des clapets qu'il faut vérifier régulièrement et qui sont peu vérifiés dans les faits. Donc,
Qui? C'est l'usager et le propriétaire qui sont responsables de cela. C'est un point important, c'est que le Certibo va vérifier la présence de ces dispositifs, ne va pas vérifier le fonctionnement de ces dispositifs qui reste de l'obligation du propriétaire et de l'usager. Ce qu'on recommande, nous, c'est que les clapets anti-retour soient changés tous les 5 ans. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Mais de toute façon, propriétaires et usagers sont responsables de leur installation intérieure et du bon fonctionnement de leur installation intérieure. Il est évident que le certificateur qui va passer ne pourra que vérifier que l'installation ne sera en aucun cas responsable d'un dysfonctionnement ultérieur de ces clapets. Voilà, donc il y a une garantie sur ces clapets. L'idéal, c'est quand la garantie est tombée, il faut échanger ce clapet. Voilà, ça c'est ce qu'on recommande. Ben voilà, je crois que... Un très grand merci pour vos réponses, en tout cas. J'ai encore une dernière question en fait, que j'ai reçue de mon côté par un entrepreneur concernant, c'est peut-être une question hors propos, mais je la pose quand même, concernant les membranes d'étanchéité au niveau des toitures. Donc, j'imagine, est-ce qu'il y a une partie dans la certification Certibo en rapport avec les toitures et en rapport avec les membranes d'étanchéité? Et j'ai une question également concernant les toitures végétalisées. Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport avec Certibo? Hélène? Je suis désolée, mais parce que je vois que j'ai une réunion qui commence de l'autre côté. Ok, je vais répondre. J'étais un peu absorbée ailleurs, désolée. Donc, il n'y a pas de prescription ni sur les toitures végétalisées, ni sur les membranes d'étanchéité. Très bien, Donc, très bien. voilà, c'est l'évacuation des eaux pluviales et en aucun cas l'étanchéité ou ce genre de choses qui sera l'objet. Et je vois qu'il y a encore une question, je crois. Oui, tout à fait. Il y a quelques questions qui viennent de s'ajouter dans le Q&A. Ouais. Donc, s'il y a encore d'autres questions après, on les enverra aux deux orateurs, hein, je tiens à préciser, parce que s'ils ont des obligations juste après. Oui, on fait cette fois-là parce que j'ai... Oui. Les phénomènes de dilution, j'imagine qu'il s'agit d'assainissement. Je ne sais pas, je ne comprends pas les phénomènes de dilution. De dilution de la charge dans les égouts, je suppose. Je ne sais pas très bien. Mais si la personne peut renvoyer a posteriori la question plus précise par mail, peut-être qu'on pourrait y répondre. Oui, vous pouvez m'envoyer les questions, hein, je les renverrai également. D'accord. Pour les certificateurs, on n'a pas encore de certificateurs répertoriés sur le site. Pour info, la première vague, les premiers diplômés, on va dire, ont réussi leur examen la semaine dernière, donc c'est tout neuf. Je pense qu'ils sont 10. Donc, ils vont bientôt apparaître sur le site. Et pour info, pour le moment, on a 300 candidats inscrits à la formation. Donc, un potentiel de 300 certificateurs. Tout le monde ne réussit pas, mais on a 300 candidats. Tout le monde ne réussit pas, mais on a 300 inscrits. Donc, je reviens sur la zone de captage. Ça fait plusieurs dizaines d'années que la pause d'étage est promise, mais rien ne vient. Oui. Le mieux, c'est de poser le cas précis peut-être par mail ultérieurement. Parce que... Les travaux qui sont financés, c'est vrai, parfois à long terme par la SPGE. Donc, ça peut prendre... c'est pas immédiat. Donc, si vous avez ce cas précis, le nom de ce village, voilà. je peux me renseigner auprès de mes collègues qui s'occupent spécifiquement de cela. Très bien, je pense qu'on va arrêter les questions ici. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer par mail et je les enverrai aux deux orateurs et je vous répondrai personnellement. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici. C'est déjà une bonne durée de présentation. Un très grand merci en tout cas aux deux orateurs. Merci à tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.